L'économie, ce n'est pas que du chiffre et du profit. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers où l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de construire un monde plus juste et plus solidaire. On vous parle de SS Économie sociale et solidaire, un univers où les entreprises, Alexandra, ont du cœur et les bénéfices sont partagés. Bonjour. Bonjour Amanda Megan, oui c'est bien ça le thème du jour, c'est donc l'économie sociale et solidaire pour une économie inclusive et durable. Les 26 et 27 novembre passés, donc, les acteurs venus de toutes parts du Bénin se sont donné rendez-vous à Cotonou pour des travaux de réflexion. Et c'est pour quels intérêts et quels enjeux nous voudrions bien en savoir plus. On en parle donc ce matin avec Élisée Dicharé, il est le représentant du groupe de travail ESS Bénin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Et donc déjà, commencez par nous définir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc merci pour l'invitation. Donc je suis Élisée Dicharé, je suis spécialiste en économie sociale et solidaire, cofondateur de l'Envol, qui est un tiers-lieu, un incubateur dédié à l'ESS. Et ce matin, je représente le groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire au Bénin. Donc quand on parle d'économie sociale et solidaire, de manière globale, c'est un ensemble d'acteurs qui mettent la finalité économique au service de l'impact social. Et c'est une grande famille, l'ESS c'est une grande famille qui regroupe plusieurs acteurs. Donc dans l'économie sociale et solidaire, on a les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises sociales et bien d'autres. Donc quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est tous ces acteurs. Mais voilà, l'objectif d'une approche d'économie sociale et solidaire, c'est comment est-ce que nous travaillons à mettre l'économie au service de l'humain et non l'humain au service de l'économie. Pour déjà mieux cerner la chose, je propose que vous fassiez la différence entre l'économie traditionnelle, la forme pratiquée jusqu'ici, avec ce qui est qualifié d'économie sociale et solidaire, oui, en vous basant sur des aspects précis. Oui, déjà, mettre l'accent sur les entreprises sociales, parce que les rencontres dont vous avez parlé, ce sont les rencontres des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on met l'accent sur l'entrepreneuriat social. En fait, je vais parler des 3 groupes d'acteurs que nous avons aujourd'hui. Non, je ne parle pas des acteurs. Oui. Pour mieux cerner la différence entre ce qu'est l'économie sociale et solidaire avec la forme d'économie traditionnelle que nous connaissons jusqu'ici. Quels sont les facteurs, les critères de distinction? Oui, c'est ça. Je suis dans la même logique. C'est-à-dire, on a les entreprises classiques que nous connaissons, on a les entreprises sociales et on a un troisième acteur qui est les associations. Maintenant, les entreprises sociales et les entreprises commerciales, le point commun, parce qu'il y a des points communs entre une entreprise sociale et une entreprise classique que nous connaissons déjà, c'est que le point commun entre les deux, c'est que les deux restent, ce sont des entreprises qui doivent être économiquement viables. C'est-à-dire, ils doivent vendre un bien ou un service, gagner de l'argent et tout ça. Maintenant, la différence entre ces deux formes d'entreprise, le social et le commercial classique que nous connaissons, c'est la finalité de ces revenus. Donc, l'entreprise sociale a une finalité à impact social, donc les revenus qu'elle gagne vont servir à régler un problème social, peut-être dans l'éducation, l'environnement, la culture et autres, alors que dans l'autre cas, c'est-à-dire que les bénéfices sont répartis à un fondateur ou à des associés qui mettent ça dans leur poche et tout ça. Donc ici, on est en train de promouvoir une forme d'entreprise qui vient non seulement générer des revenus économiques, mais dont les revenus servent à régler des problèmes sociaux. Donc on ne vient pas profiter d'un problème pour créer un système pour générer des revenus, mais on vient proposer une solution qui vient générer des revenus, mais qui aussi sert à régler un problème social. Et si je dois prendre un exemple, je vous prends un exemple. J'ai par exemple Fadela qui est une activiste, qui travaille dans les questions de droits humains. Elle travaille à faire en sorte que les filles aillent à l'école et tout ça. Donc Fadela est activiste dans de grandes organisations. Mais Fadela se rend compte que ces actions sont un peu limitées parce que d'abord il n'y a pas assez de moyens et beaucoup de filles décrochent, ils ne vont plus à l'école parce qu'il faut de moyens pour pouvoir payer le pensionnat et pouvoir payer les kits scolaires. Donc Fadela en même temps sait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle sait fabriquer des chaussures à base de produits au niveau local. Donc elle décide de créer une entreprise, donc la marque Amaz,
Et donc, cette entreprise fabrique des objets à base des produits locaux et les revenus qu'elle gagne à l'issue de la vente de cette production servent à maintenir une fille à l'école. Donc, une partie des revenus est automatiquement reversée à faire en sorte de maintenir cette fille à l'école. Donc, elle change sa manière de régler ce problème en quittant la phase de tout simplement sensibilisation, soutien, sensibilisation, conscientisation du fait de maintenir les filles à l'école, mais elle va aller plus loin en créant une activité économique dont les revenus vont servir maintenant à maintenir ces filles à l'école. Donc on est dans une phase pratique du développement. C'est une histoire réelle? Oui, c'est une histoire réelle. Fadela est marocaine et la marque Amaz est une marque qui existe et qui aujourd'hui allie valorisation de l'artisanat marocain et promotion des filles à l'école. On va revenir sur nos tropiques. Au Bénin, dans la pratique, qu'en est-il de l'expérimentation de l'économie sociale et solidaire? Au Bénin, l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire existent. Même si le statut de l'entrepreneuriat social n'existe pas encore, et c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour qu'il y ait la reconnaissance officielle du statut, qu'il y ait un cadre réglementaire, donc un cadre légal institutionnel pour l'USS au Bénin et la reconnaissance du statut de l'entrepreneuriat social. Mais les acteurs existent, ils sont constitués, ils fonctionnent, et quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des ONG alors qu'ils sont des entreprises à la base. Parce que les revenus qu'ils génèrent ont un impact considérable sur la société parce qu'ils viennent régler un problème social. Donc, ils gagnent des revenus, ils proposent des biens et des services, mais ces biens et ces services, les revenus issus de ces biens et services sont utilisés pour régler des problèmes au sein de leur communauté. Donc, la pratique existe et c'est pour ça que nous sommes en train de faire un travail au niveau du groupe de travail pour qu'il y ait un cadre réglementaire, il y ait un cadre légal institutionnel qui encadre tout ça et qui favorise l'émergence de ce type de modèle. Pourquoi nous devons aller vers ce type de modèle? Je vous explique rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les associations qui sont un peu limitées dans leur capacité à répondre aux besoins sociaux parce qu'ils vont dépendre, c'est pour ça qu'on parle de modèle économique non viable. C'est-à-dire que pour qu'une association agisse sur un problème social, il doit dépendre des dons et des subventions. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas de dons, tant que quelqu'un ne lui donne pas de l'argent, tant qu'il ne va peut-être pas sur un appel à subvention qu'il reçoit, il n'a pas la capacité de répondre à un problème social. Oui, mais puisque naturellement l'association n'est pas censée viser un but lucratif. Exactement. Voilà. Et donc c'est pour ça aujourd'hui on propose plutôt qu'on puisse créer un cadre pour favoriser l'émergence des entreprises sociales parce que eux ils vont faire autrement. Ils ont une économie, eux ils vont pour régler le même problème social que l'association veut régler, ils vont créer une activité économique qui va générer des revenus dont les revenus servent maintenant à pouvoir régler le problème social. Donc, on est en train de quitter, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est d'équilibrer un peu les choses. Les associations, ouais, c'est génial, c'est super et tout ça. Les associations doivent continuer à se développer, mais on doit créer aussi le cadre pour faire en sorte que il y a un nouveau type d'acteur, il y a un nouveau paradigme de développement, c'est-à-dire qui n'attend pas le bon vouloir de quelqu'un pour agir, mais qui crée un cadre, qui crée un système, qui crée une politique qui lui permet de pouvoir valoriser le potentiel du territoire, qui lui permet de générer des revenus. Et ces revenus maintenant servent à financer. Aujourd'hui, on parle de les ressources s'amenuisent, il n'y a plus assez de ressources, il y a plein d'associations, il n'y a plus de fonds et tout ça. On attend des fonds, on n'a pas de fonds et les problèmes sociaux existent. Donc, il nous faut changer vraiment de paradigme et aller vers ce type de modèle qui nous amène au fait à être acteurs de notre propre développement. C'est-à-dire qu'on n'attend plus personne, on regarde un peu le potentiel du territoire et on crée une activité qui permet de générer des revenus dont les revenus servent à pouvoir régler le problème social qui est devant nous. Alors, qu'en est-il des fondations? Les fondations peuvent être catégorisées peuvent être cataloguées dans quelle catégorie? Quand on sait que la plupart du temps, ce sont justement des milliardaires ou des personnes des bailleurs qui se proposent de financer. Voilà, qui se proposent de financer telle ou telle autre activité. On a la fondation Bill Gates, on a la fondation Tony Elumelu. Ce sont des gens qui ont fait fortune dans des activités données et qui dédient une partie de leur fortune à des causes nobles, à des causes humanitaires. Est-ce que ces fondations-là peuvent être cataloguées aussi dans l'économie sociale et solidaire? Oui, les fondations, les associations font partie de l'économie sociale et solidaire. Et comme vous l'avez dit exactement, ce sont des fondations
c'est-à-dire les fondations se créent ça peut être une entreprise, une grande entreprise ou un milliardaire qui a beaucoup de revenus et qui décide de mettre une partie de ses revenus à une activité, à un besoin social. Ça peut être dans l'éducation, l'environnement. On a aussi des fondations, MTN, BOA et tout ça, qui reversent une partie de leurs revenus. On va essayer de taire tant que faire se peut les noms de structures. Sinon, nous en avons tout proche à côté, la Fondation Claudine Talon. Oui, bien sûr, voilà. Et qui milite pour la réinsertion des femmes atteintes de fistules obstétricales. Pas que la réinsertion. Après le traitement, il fonctionne au triple plan identification, réparation et insertion. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, les fondations, voilà, donc c'est des groupes, des personnes qui ont fait fortune, qui ont beaucoup d'argent, qui décident de créer une fondation ou une entreprise qui décide de créer une fondation pour régler un problème social. Donc les fondations font partie de l'économie sociale et solidaire. Mais exactement comme on le dit, il faut avoir déjà les moyens, les revenus pour le reverser dans la fondation pour régler le problème social. Donc ici, ce qu'on est en train de promouvoir, c'est les entreprises sociales. Donc des entreprises qui sont créées par des jeunes qui viennent de démarrer, qui viennent de se lancer en entrepreneuriat, qui n'ont pas les moyens, ou des jeunes qui n'ont pas de grandes capacités. Donc, au lieu de les laisser simplement aller vers la création d'associations qui va leur demander d'aller mobiliser des ressources ailleurs, d'aller demander des dons, d'aller chercher des revenus qu'ils n'ont pas ailleurs pour pouvoir régler le problème social, on va les encourager à dire regarde un peu dans ton environnement, essaie de créer un modèle économique autour du problème que tu veux régler. Et donc, le service ou le service ou la prestation qu'il va mettre en place, un modèle économique viable, les revenus qu'il va générer de ce service vont permettre maintenant de régler le problème. D'accord. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est en accord avec les règles ou les lois du capitalisme? On est vraiment... En porte-à-faux. Ouais, c'est-à-dire ici... on n'est pas sur de la maximisation du profit financier. On est sur de la maximisation de l'impact social. Mais quelqu'un qui crée son entreprise, c'est d'abord la recherche du profit. Et au fait, c'est ça qu'on est faire du business. C'est ça qu'on est en train d'essayer de corriger avec la promotion de l'entrepreneuriat social. Donc, il n'y a pas que la recherche. Au fait, il n'y a pas que la recherche effrénée de profit. On n'est pas sur de la maximisation du profit financier. J'ai de la communauté et derrière, j'ai du mal à payer mes factures. Non, exactement, c'est ce qu'on dit. En fait, une entreprise sociale reste d'abord une entreprise qui doit être économiquement viable. Donc, premier critère, pour mettre en place une entreprise sociale, vous devez être économiquement viable. Donc, on va jauger votre modèle économique. On va voir est-ce que le bien ou le service que vous vendez va générer des revenus. Donc, ça, c'est le premier critère. Mais les frontières, alors, sont très ténues, je remarque. Les frontières entre l'économie sociale, d'accord, et le capitalisme. Si du moment où vous êtes une entreprise viable qui fait donc du profit, vous êtes déjà dans le capitalisme, n'est-ce pas? Oui, en fait, vous n'êtes pas encore dans le capitalisme. Ça dépend de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la finalité de vos revenus. Fait des revenus. Donc, la finalité de vos revenus. Donc, dans du capitalisme, on a peut-être des gens qui décident, et on encourage toutes les entreprises à avoir, par exemple, ce qu'on appelle la RSE. Donc, c'est juste une petite partie de leur bénéfice qui est reversée à la communauté pour régler un petit problème. Mais ici, on est vraiment dans en permanence, non? Oui, c'est-à-dire même l'objet de création de l'entreprise part du fait de pouvoir régler un problème social. Et là, on identifie un potentiel économique derrière ce problème social qui va permettre de générer des revenus, ces revenus vont permettre maintenant de régler le problème social. Alors, Alexandra, si vous permettez, en réalité, en fait, j'ai un petit problème. Enfin, je sais pas, ça tourne pas encore rond dans ma tête, parce que la plupart du temps, déjà, créer une entreprise, c'est d'abord régler un problème de la communauté. Et c'est bien ça aussi. C'est régler un problème de la communauté. Les entreprises sociales ont cette vocation. J'observe autour de moi, les gens ont des problèmes de mobilité. Je crée, je sais pas, une application ou une entreprise qui veut régler un problème de mobilité. J'offre déjà des services à la communauté, n'est-ce pas, monsieur Othiari, c'est bien cela? J'offre des Dithiari, pardon. Oui, là, vous êtes en train de profiter d'un problème de la communauté pour pouvoir vous faire des revenus, pour vous enrichir. Donc, c'est différent. Ici, je vais le faire autrement. C'est-à-dire que
peut-être qu'il y a ce besoin et que ce besoin, les gens sont prêts à payer ce besoin. Donc, dès que j'identifie ce besoin, que les gens sont prêts à payer, je vais créer une activité génératrice de revenus autour de ce besoin d'entreprise et dont les revenus vont me permettre maintenant de régler un problème social. Donc, ici, je ne profite pas du problème de la société pour m'enrichir, mais je profite du problème de la société, le besoin qu'ils ont de pouvoir payer un service pour pouvoir créer une activité économique dont les revenus me permettent de régler un problème social et non de m'enrichir. Et c'est ça que vous avez illustré avec l'exemple de la Marocaine. Avec l'exemple de la Marocaine que j'aime très bien parce que souvent on ne voit pas le lien, quel est le lien entre l'artisanat et l'éducation des filles. Voilà, parce que généralement ce qu'on fait, ce qu'on a toujours... choisi fabriquer des chaussures, oui, des sneakers, on appelle ça des sneakers. Donc généralement ce qu'on fait... les revenus sont réinjectés automatiquement et qui permettent de maintenir des jeunes filles à l'école depuis des années. Parce que souvent, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on est sur des projets où on fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de conscientisation aux parents et tout ça, mais le problème reste plus profond, c'est-à-dire que les parents, les ménages n'ont pas des revenus pour pouvoir maintenir la fille à l'école. On va prendre une pause, aller du côté de la régie pour suivre cet élément témoin, puisqu'au rang d'acteurs, les maires béninois se sont constitués en regroupement d'élus engagés pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Ensuite. En tant qu'élus locaux, nous avons une opportunité historique de transformer nos plans de développement communaux en y intégrant une vision ES forte et ambitieuse. Cela signifie que nous devons soutenir et valoriser les associations de développement, les groupements de métiers et les coopératives, car ces acteurs sont au cœur de la dynamique ES et de la transformation de nos territoires. Nous, maires et représentants des collectivités territoriales du réseau des maires béninois pour l'économie sociale et solidaire, REMBES, réunis à Cotonou à l'occasion de la deuxième édition des rencontres des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire 2024 au Bénin, organisée à Golden Tulip de Cotonou les 26 et 27 novembre 2024, exprimons avec détermination notre engagement en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire de notre pays. Œuvrant à bâtir des collectivités inclusives, durables et résilientes dans la pluralité des contextes locaux où chaque citoyen a la possibilité de contribuer pleinement au progrès économique et social, nous demandons au pouvoir public, d'État et aux partenaires techniques et financiers de bien vouloir accroître leurs appuis en ressources aux collectivités territoriales décentralisées afin de mieux accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire à booster les initiatives locales créatrices de richesses partagées. Nous nous engageons à mettre en place des politiques publiques favorables à l'émergence et au développement de l'économie sociale et solidaire en facilitant l'accès au financement, en renforçant les partenariats avec les acteurs du domaine et en encourageant l'innovation sociale et la création d'emplois durables. Nous nous engageons à mettre en place des politiques locales favorables à l'économie sociale et solidaire telles que l'accès à la commande publique locale, la structuration des réseaux locaux. Alors, Élisée Dicharé, retour sur le plateau. Donc, vous avez suivi cet élément témoin. Très rapidement, dites-nous, est-ce que vous croyez en la faisabilité des engagements pris? Sinon, qu'est-ce qui conditionne leur réussite? Bon, nous croyons aux engagements pris. C'est vrai que ça ne va pas être automatique, il y a tout un travail à faire. Et nous continuerons de travailler en tant qu'acteurs à faire en sorte qu'on arrive à obtenir gain de cause par rapport à ces engagements. Donc, l'un des résultats de ces rencontres, c'est vraiment
d'avoir mis en place ce réseau, le réseau des maires béninois pour l'économie sociale et solidaire. Parce que l'exemple a montré, parce qu'on avait le Cameroun, le MCS, qui est le réseau des maires camerounais pour l'ESS et qui a joué un grand rôle dans le développement de l'ESS au Bénin. Et en termes de mot de fin, c'est pour dire que l'économie sociale et solidaire dont nous sommes en train de faire la promotion, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous devons prendre en main notre propre développement et ne pas attendre forcément de l'aide venue de quelque part pour pouvoir régler nos problèmes sociaux. Nous avons du potentiel dans le territoire, nous pouvons transformer ce potentiel, ou ce potentiel-là, cette richesse-là, en activités économiques qui nous permettent aussi de régler nos problèmes sociaux. Donc nous pouvons prendre en charge notre propre développement en créant de la richesse et en réglant nos propres besoins sociaux. Voilà donc qui est bien dit et qui vient conclure cet entretien. Merci à vous, Alessandre Radjoton. On en sait un peu plus grâce à vous sur l'économie sociale et solidaire. Alors, celui que je reçois juste après vous, je ne sais pas s'il fait de l'économie sociale et solidaire. Une chose est sûre et je suis certain, c'est que lui s'est envoyé les gens en Allemagne s'il veut aller étudier. On parle d'opportunités en Allemagne pour toutes ces personnes-là qui ont des envies d'étrangers pour aller découvrir, pourquoi pas, une culture, des envies d'immigration formelle, pas clandestine. Voilà, c'est pas de l'immigration, de la migration, pardon, j'allais dire clandestine. C'est vraiment formel, avec un accompagnement de professionnels. On vous dit tout ceci, c'est juste le temps de l'installer sur ce plateau. À tout de suite.